En 2022, la Russie pensait pouvoir écraser l'Ukraine en quelques jours. Dans la 4e année de sa guerre brutale, la Russie peine à progresser. L'armée russe est sous pression là-bas et ailleurs. Sa force opérationnelle en Méditerranée était autrefois composée de navires de surface, de sous-marins et de bâtiments de soutien. Aujourd'hui, en réalité, il n'y a pratiquement plus de présence navale russe en Méditerranée. À gauche, il y a un long sous-marin russe endommagé qui rentre difficilement de patrouille. Quel changement! Adapté du roman de Tom Clancy paru en 1984 à la poursuite d'Octobre Rouge. Aujourd'hui, on dirait plutôt qu'il cherche le premier mécanicien venu. Les élites russes réalisent enfin la dure vérité. Elles ne pourront peut-être plus jamais quitter la Russie. Les autorités européennes saisissent des biens à tout va auprès des oligarques russes. Et maintenant, l'Occident prépare le coup financier ultime en donnant à l'Ukraine 300 milliards de dollars de réserves russes gelées qui se trouvent dans des banques européennes. Cette décision provoque une panique totale. Poutine essaie de faire valoir qu'il devrait être illégal de saisir des biens appartenant à un pays. Quelle hypocrisie! Pendant ce temps, il menace de saisir les actifs des entreprises occidentales qui opèrent encore en Russie. Vous voyez, la peur de perdre 3 milliards de dollars est maintenant plus grande que la peur de la mort. Et l'effondrement financier est si aigu que la télévision du Kremlin perd littéralement la tête. Elle menace l'Occident d'enfer nucléaire. L'effondrement de la Russie passe de l'échec économique à la panique totale. Regardez. Un animateur de la télévision du Kremlin menaçait les citoyens occidentaux d'une frappe nucléaire, disant que l'Occident mourra et qu'il ira au paradis. Le ministre polonais des Affaires étrangères a répondu « Ce type était déjà au paradis dans sa villa au bord du lac de Côme en Italie. » L'animateur n'a pas apprécié cela. Je suppose que c'est parce que la villa a été assiégée après que Poutine a lancé son invasion insensée. Voici comment il a répondu. J'ai des admirateurs secrets. Radik Sikorski m'a écrit... Radik... J'ai des admirateurs secrets. Radek Sikorski m'a écrit, Radek. Il écoute notre programme. Antonina Gerashenko et Radek Sikorski, peux-tu les faire sortir? Je l'ai envoyé. Donc Radek écrit sur le réseau Interdit H. C'est cool quand il te répond. Ministre des Affaires étrangères de Pologne, il aime ça. Parfois, il m'écrit depuis le Foreign Office en Angleterre, donc un Ukrainien pas... Quelqu'un vient le chercher. Ministre des Affaires étrangères de Pologne. Écoute, Radek, tu sais quand on fait du journalisme, mais on n'a rien accompli. Devenu une personnalité publique en Pologne, il ne restait plus rien. Antonina Yerashenkov est un crapaud épuisé et pathétique. Un PD. Elle essaye de citer notre programme, qui a été interdit de diffusion des deux côtés. Mais vous ne pouvez pas vivre sans nous. Je viens de citer la célèbre phrase de notre commandant en chef. Depuis quand es-tu Radek? Heureux que les Juifs aient récupéré leurs biens dans l'Italie éclairée. Quoi de plus traditionnel? Win Banderowitz apprécie l'antisémite polonais, qui venge le monde entier pour un Juif marié sans succès. C'est généralement un scénario classique. Il apprécie l'antisémite polonais, qui venge le monde entier du fait qu'il est un juif marié sans succès. Eh bien, ce n'était même pas la nouvelle la plus embarrassante pour Poutine. Vous voyez, lorsqu'il a lancé son invasion, il avait environ 300 à 350 milliards de dollars d'actifs dans des banques occidentales. La plupart de ces actifs étaient en Europe, mais il en avait aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Ces actifs ont été rapidement gelés. La Russie ne pouvait donc ni y accéder, ni les utiliser pour financer son invasion. C'était une mauvaise nouvelle, mais la situation s'est aggravée au cours des derniers mois. Quand l'Union européenne et les pays occidentaux ont envisagé de donner directement cet argent à l'Ukraine, ainsi ils peuvent acheter des armes ou reconstruire leur pays. C'est à ce moment-là que Poutine a complètement perdu la tête, en disant qu'il devrait être illégal de s'emparer de quelque chose qui appartient à un autre pays. Je ne plaisante pas. Écoutez vous-même. Le volume de nos réserves russes et de devises... Une grande partie de l'or et des réserves russes est gelée dans les banques occidentales. Là-bas, ils répètent que notre argent sera volé dès que cela arrivera.
Le mouvement de régionalisation des systèmes de paiement va sûrement s'accélérer et deviendra sans doute irréversible. Ceci est bénéfique pour l'économie mondiale. Cela vaut peut-être la peine de payer. Dan, c'est utile pour... En fait, j'y ai pensé car ma formation est juridique et je dis, les vols de nos réserves d'or et de devises sont un vol secret de biens, mais ce sont des vols à ciel ouvert. Donc nous, c'est certain. Nous devrions renforcer nos instruments financiers à cet égard. Bien sûr, nous... Et nous le ferons en interagissant avec les participants d'Eurozest et d'autres États amis. Nous le ferons en coopération avec les participants de l'Eurovision, avec d'autres États amis. Vous voyez, c'est la même vieille stratégie que la Russie a utilisée avec son agitation nucléaire. Poutine affirme que si l'Occident prend l'argent russe pour le donner à l'Ukraine, la confiance envers les banques occidentales disparaîtra. En réalité, ce n'est tout simplement pas vrai. Pour être honnête, d'un point de vue financier et juridique, toute cette question est bien plus compliquée que ce que beaucoup de gens sur YouTube laissent entendre. Mais n'oublions pas que c'est Poutine qui a lancé une invasion illégale d'un autre pays souverain. Donc il n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Mais pour comprendre ce sujet de façon beaucoup plus complète, si je peux dire ça comme ça, j'ai passé un appel avec nul autre que Bill Browder. Pour comprendre le débat, la lenteur des pays occidentaux à adopter ce plan et ce qui va suivre. Écoutons, je veux vraiment examiner les deux côtés. Quand il s'agit des 300 milliards de dollars, un peu plus de 300 milliards, que les banques occidentales détiennent, gelés, de la banque centrale russe, je me demande si vous pouvez expliquer au public pourquoi nous ne l'avons pas saisi. Il est gelé, mais il y a une différence entre gelé et saisi. Eh bien... Tout d'abord, juste pour que tout le monde comprenne. Lorsque la guerre a commencé, l'une des mesures les plus fortes prises par la communauté des alliés occidentaux a été de geler les réserves de la Banque centrale de la Fédération de Russie. À l'époque, la Russie possédait environ 650 milliards de dollars de réserves à la Banque centrale. Une partie était en or ou en roubles, mais la majeure partie en dollars, euros, francs suisses et livres sterling. Près de 300 milliards de ce total étaient en devises étrangères. Et cela signifiait que lorsque la guerre a commencé et que l'Occident cherchait une mesure politique tactique pour punir la Russie, l'une des premières actions a été de geler cet argent détenu en Occident. Et cet argent est resté gelé pendant 3 ans et demi. Et pendant ce temps, Poutine et son gouvernement ont tout d'abord volé 20% du territoire ukrainien et ils ont causé, selon les estimations, entre 500 milliards et 1 trillion de dollars de dégâts à l'infrastructure ukrainienne, aux bâtiments, etc. Et donc, logiquement, s'ils ont causé tous ces dégâts, ce qui n'est pas la faute de l'Ukraine, mais bien de la Russie, c'est la Russie qui devrait payer. Et il se trouve justement que nous, en Occident, détenons 300 milliards de dollars de cet argent. Les Ukrainiens ont un besoin urgent d'argent pour empêcher la Russie de prendre le reste de l'Ukraine. Ils se défendent seuls. Et pendant longtemps, les États-Unis et d'autres pays fournissaient une aide militaire. Quand Trump est devenu président, il a dit « Nous n'allons plus dépenser d'argent pour cela ». Et donc l'Amérique, qui fournissait environ 40% de l'aide économique et militaire, s'est retirée. Cet argent est d'autant plus nécessaire pour que l'Ukraine poursuive son combat. Et donc, la logique, bien sûr, c'est pourquoi l'Occident devrait-il continuer à payer si Poutine peut payer et nous sommes assis sur tout cet argent. C'est très simple moralement et financièrement. L'argent doit être confisqué et utilisé pour défendre l'Ukraine. Maintenant, il y a des complications à ce sujet. La principale complication était qu'en théorie, selon la loi et le droit international, c'est l'argent du gouvernement russe. Les réserves de leur banque centrale, comme leur ambassade, bénéficient de l'immunité souveraine, ce qui les rend comparables à un territoire souverain. C'est leur argent et leur ambassade souverain, vous ne pouvez pas les prendre. En pratique, ce n'est pas une protection absolue, car l'Ukraine, leur territoire, est également protégé par l'immunité souveraine. Si la Russie cause ces dégâts, l'Ukraine a une réclamation contre elle. Et donc, la complication finit par revenir à cela. Qu'est-ce qui prime? La demande de l'Ukraine à la Russie pour des milliers de milliards de dollars de dégâts ou la revendication de la Russie sur la protection absolue de ses fonds par l'immunité souveraine? Et je pense qu'au final, ce n'est même pas une question juridique, c'est une question politique. Vous savez, l'Occident devrait-il permettre aux Russes de se dérober à leurs responsabilités en se cachant derrière ce faux semblant du droit international? Et la réponse est bien sûr non, ils ne devraient pas. Et cet argent devrait être confisqué.
Et nous en sommes maintenant à un point, après 3 ans et demi, où la pression politique devient trop forte. La pression économique est trop forte pour que les gouvernements laissent la Russie échapper à ses responsabilités. Et ma prédiction, c'est que dans les prochains mois, nous allons réellement voir cet argent être transféré pour la défense de l'Ukraine. Ça a du sens. J'ai 2 questions pour qu'on comprenne bien, surtout moi qui ai fait des recherches. Donc, la première question est, bien sûr, est-ce que les politiciens en Europe s'inquiètent d'une sorte de fuite des capitaux ? Par exemple, s'ils font quelque chose comme ça, d'autres pays étrangers retireront leur argent, comme les dépôts en Europe. Et la deuxième question est-ce que cela affecterait le marché obligataire ? Là où, vous savez, les pays européens empruntent de l'argent pour financer leur budget. Cela pourrait-il influencer le taux d'intérêt ou est-ce négligeable, juste une possibilité lointaine ? Si vous parliez à Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, elle dirait « Vous ne pouvez absolument pas prendre cet argent parce que cela créerait une catastrophe pour l'euro et bien sûr, cela affecterait aussi les marchés obligataires. » C'est une position intéressante de sa part, mais il semble que ce ne soit pas forcément une position réaliste parce que, tout d'abord, les Européens ne feraient pas cela seuls. Les Européens feraient cela en concertation avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, le Japon, l'Australie. Et si tous les grands pays alliés prenaient la même décision en même temps, alors la question serait, eh bien, où le capital irait-il s'enfuir ? Donc disons que nous parlons de l'Arabie Saoudite ou de la Chine qui détiennent actuellement beaucoup de dollars ou d'euros en dehors de leur propre pays. Eh bien, tout d'abord, les Chinois, par exemple, d'où tirent-ils leurs dollars ? Ils gagnent leurs dollars en vendant plus de voitures, radios et autres produits. Maintenant, s'ils ramenaient tout cet argent et le reconvertissaient dans leur propre monnaie, qu'arriverait-il à la monnaie chinoise ? Elle augmenterait. Et si elle augmente trop, alors ils n'exportent plus autant de choses. Vous voulez que ça arrive ? Voilà pourquoi ils gardent leurs dollars et conservent de l'argent en devises étrangères à l'étranger. Alors la question est, d'accord, s'ils doivent garder leur monnaie à l'étranger, afin de ne pas créer une monnaie surévaluée chez eux, ce qui rendrait ensuite l'exportation impossible, alors dans quelle devise la conservent-ils à l'étranger ? Si vous ne pouvez pas la garder en dollars, euros, livres, francs suisses ou yens, que vous reste-t-il ? Eh bien, je ne pense pas que les Chinois vont épargner leur argent en pesos argentins ou en rials iraniens. Ils doivent détenir l'une de ces monnaies de réserve. Et donc, c'est le dilemme auquel tous ces pays sont confrontés. Et donc, pour Christine Lagarde, ou des personnes comme elle, courir partout comme une poule affolée en disant que le ciel va nous tomber sur la tête. Si vous faites cela, vous ignorez en quelque sorte la réalité, à savoir qu'il n'y a rien d'autre que ces gens puissent faire. Ils sont coincés avec ces monnaies. Et bien sûr, vous savez, à la toute petite marge, vous pouvez acheter un peu de crypto-monnaie ou de l'or ou autre chose pour éviter cela. Mais vous ne pouvez pas faire cela dans une grande économie d'exportation. Vous devez détenir des monnaies de réserve, c'est pour cela qu'elles sont des monnaies de réserve. Et elles ne vont pas perdre ce statut de sitôt. Poutine réalise désormais qu'il ne peut pas empêcher les pays occidentaux de soutenir financièrement l'Ukraine. Et c'est pourquoi il essaie maintenant de faire chanter le monde. Cette fois, il le fait en menaçant la vente des actifs étrangers à l'intérieur de la Russie. Je veux maintenant vous donner un contexte important. Lorsque la Russie a envahi, elle a été sanctionnée par presque tous les pays. Ensuite, les entreprises occidentales ne pouvaient plus agir en Russie sans risquer des réactions négatives ou des problèmes juridiques. Ils ont donc décidé de vendre leurs actifs et de partir. C'est alors que Poutine a saisi les entreprises. Techniquement parlant, il ne l'a pas saisi au sens juridique du terme. Le gouvernement russe a racheté de nombreuses entreprises pour $1 chacune, ce n'est donc pas une saisie. Et Vladimir Poutine utilise cet argument pour dire que, eh bien, la Russie n'est pas l'Union soviétique, où l'on s'empare de la propriété privée. Et il fait cela parce qu'il a payé $1 pour des actifs qui valaient des milliards. Mais vous voyez, même après tout cela, il y avait encore certaines entreprises comme des banques européennes, comme Unicredit et Raytheon. Et en plus de cela, des entreprises américaines comme PepsiCo, Mondelez, qui ne sont pas parties écoulées de Russie. Je ne comprends pas pourquoi ces entreprises peuvent opérer en Russie sans problème juridique. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Eh bien, pour ces entreprises maintenant, Poutine s'en prend à cela. Poutine menace de contrôler ces entreprises en riposte à la saisie de 300 milliards de dollars russes par les pays occidentaux. C'est là que je veux revenir à Bill Browder, qui l'a dit bien mieux que moi. Lorsque ces entreprises ont décidé de continuer à opérer et à faire des profits en Russie, même après que la Russie tuait des civils ukrainiens innocents, elles ont scellé leur avenir. Ces entreprises
ne devraient pas venir demander de l'aide aux pays occidentaux. Elles n'ont à blâmer qu'elles-mêmes. Mais de toute façon, pour revenir à la question européenne, il semble que les ministres des Finances de nombreux pays européens se réunissent la semaine prochaine. Et lors de cette réunion, ils veulent commencer le processus de transfert de cet argent à l'Ukraine. Ils ne vont pas le faire de manière directe, parce que cela soulève beaucoup de questions juridiques, mais la façon dont ils vont procéder est la suivante. Ils achèteront des obligations avec cet argent, puis s'en serviront comme garantie pour prêter à l'Ukraine. Cela représente environ 80% de la valeur. L'Ukraine est ensuite libre d'utiliser l'argent du prêt comme elle le souhaite. Mais vous voyez, l'Ukraine n'a techniquement pas à rembourser le prêt, à moins, bien sûr, que la Russie ne décide de payer après la fin de cette guerre. En réalité, toi et moi, nous savons tous les deux que la Russie ne le fera jamais, même si Poutine n'est plus là. Cela signifie que les pays européens, qui accordent ce prêt à l'Ukraine, vont simplement utiliser les obligations qui sont achetées en ce moment, en utilisant l'argent russe pour rembourser le prêt. Ainsi, l'Ukraine n'a pas à rembourser ce prêt et dispose de l'argent nécessaire pour acheter des armes et reconstruire le pays. C'est un sujet bien plus complexe que ce que beaucoup de gens laissent entendre. Même après cette vidéo, je n'ai pas l'impression de l'avoir entièrement expliqué. Et cela pourrait être parce que je ne le comprends pas complètement. Et cela pourrait être parce que peut-être que je ne le comprends pas complètement. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous clarifierons cela au mieux. C'est tout pour aujourd'hui. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour nous aider à atteindre 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année. Donc votre soutien nous aide vraiment